Remagen à l'Elbe. Les derniers jours de la guerre en Europe. Au début du mois de mars 1945, Hitler exigea que tous les ponts sur le Rhin soient détruits afin que les troupes alliées ne puissent traverser le large fleuve. Pourtant, la 9e division blindée US s'empara du pont ferroviaire de Ludendorff, encore intact au soir du 7 mars, bien que les Allemands aient tenté de le détruire. Les charges n'avaient pas explosé. Les soldats américains profitèrent de cette situation et quelques heures après, le général Hodges faisait traverser ses troupes. Le Führer, ivre de rage que ses ordres n'aient pas été suivis, ordonna que les officiers responsables de cet échec soient fusillés. Il demanda à Göring de mobiliser tout le potentiel de la Luftwaffe pour détruire ce pont au plus vite. Göring donna à la destruction du pont la priorité absolue, exhortant même des pilotes volontaires à se jeter sur lui avec leurs avions. La Luftwaffe effectua de nombreuses missions sans succès en raison du manque de visibilité. Les canons anti-aériens américains durent faire face à une grande diversité d'appareils ennemis, du chasseur-bombardier monomoteur tel que le Focke-Wulf 190 jusqu'aux appareils les plus avancés de l'arsenal allemand. Des chasseurs à réaction Messerschmitt 262 armés de bombes et des jets de bombardement Arado 234 tentèrent également de mettre le pont en morceaux. Dans les 24 heures qui suivirent sa prise, les forces de Hodges créèrent une tête de pont forte de plus de 8000 hommes, soutenue par les blindés des 9e et 18e bataillons d'infanterie. Mais les ordres avaient limité l'avancée alliée à seulement une dizaine de kilomètres au-delà du pont, vers l'autoroute Cologne-Francfort. 10 jours après, le pont Ludendorff s'écroula dans le Rhin. Il était de toute façon trop tard pour la résistance allemande, car les Américains avaient établi une solide tête de pont et installé un pont plus haut afin d'améliorer les approvisionnements des troupes de l'autre côté du fleuve. Les opportunités offertes par ce pont avaient donné lieu à une controverse au sein du haut commandement allié. Son exploitation fut réduite au profit de l'offensive massive sur le Rhin, prévue pour la fin du mois de mars, sous le commandement de Montgomery. Le 23 mars, le 21e groupe d'armée de Montgomery traversa le Rhin. Eisenhower orienta l'essentiel de l'attaque alliée des plaines du Nord-Ouest vers le centre de l'Allemagne. Sachant que Berlin avait toutes les chances d'être pris par les Soviétiques, Eisenhower pensait que les objectifs militaires les plus intéressants se trouvaient dans le centre de l'Allemagne. L'offensive de l'US Army et de Montgomery fut réduite à nettoyer l'Allemagne du nord à l'Elbe. Après avoir attendu que Montgomery traverse le Rhin, Hodges et sa première armée quittèrent leur tête de pont de Remagen le 25 mars et avancèrent rapidement vers l'est en direction de Marbourg et d'Essen, la résistance allemande étant assez faible. Kesselring, en tant que commandant des forces de l'Ouest, disposait pourtant sur le papier de 60 divisions, mais la plupart étaient très affaiblis et leur morale au plus bas. La résistance fut désordonnée et seuls quelques groupes improvisés tentèrent de ralentir l'offensive américaine. Elle fut vite repoussée. Après avoir détaché la 9e armée du commandement de Montgomery et l'avoir placée sous l'autorité de Bradley, le général Simpson reçut l'ordre d'abandonner sa tête de pont du nord de la Ruhr le 27 mars et de filer vers l'est, vers Münster, en s'emparant de la ville de Bochum sur le chemin. La 9e de Simpson et la 1re de Hodges étaient les pinces nord et sud de la structure en tenaille du général Bradley pour encercler l'armée allemande B dans la Ruhr. L'avancée américaine fut si rapide et l'opposition allemande si inefficace que les chars de pointe des deux armées US entrèrent en contact à Lippstadt juste avant l'aube du 1er avril, fermant ainsi une poche où le 7e corps allemand et 19 divisions étaient coincés.
De nombreuses villes et villages sur leur route se rendirent. Police locale et autorités furent promptes à offrir leur assistance aux troupes américaines pour éviter aux villages et aux villes d'être détruites. De nombreux soldats allemands se rendirent. Ces prisonniers donnaient la mesure de la gravité de la situation de l'Allemagne en 1945, car la file de prisonniers comprenait des garçons de 14 ans et des quinquagénaires. Le général Patton et sa 3e armée partirent du Rhin vers Francfort, puis avec le 12e corps, avança rapidement vers le nord-est. Le Main fut franchi sur un ponton flottant, et le 28 mars, des éléments de la 4e division commencèrent à traverser en direction de Hanovre, rejoints ensuite par la 1re armée à Essen. Le plan d'Eisenhower commandait aux 1ère, 3e et 9e armées de foncer vers l'est avant même que la poche de la Ruhr ne soit réduite, afin de prendre les villes de Leipzig et Dresde. Cette manœuvre pouvait non seulement couper l'Allemagne en deux, mais aussi permettre l'occupation de la dernière région industrielle encore aux mains du Troisième Reich. La 7e armée de Patches et la 1re armée française devaient avancer vers le sud de l'Allemagne, depuis Le Main, mais les rumeurs de poches de résistance dans les Alpes allaient plus tard modifier ce plan. Lorsque les troupes allemandes qui se trouvaient dans la poche de la Ruhr, large de plus de 150 km, se rendirent, les Américains furent surpris de la quantité de matériel récupéré et du nombre effarant de soldats capturés. Pas moins de 317 000 hommes, un chiffre plus important que celui atteint lors de la chute de la Tunisie ou de Stalingrad. Les combats s'arrêtèrent lorsque les Allemands eurent réalisé que leur résistance ne retarderait en rien l'avancée américaine en Allemagne. Walter Model savait que la reddition n'était pas une sortie honorable pour lui et son armée. Afin de ne pas causer de souffrance inutile à ses hommes, sachant que la guerre était désormais perdue, il prit la décision de dissoudre son commandement, libérant ses troupes de l'autorité militaire. De ce fait, des milliers d'entre eux se rendirent chaque jour aux Américains. Un militaire américain à Wuppertal, qui assumait la responsabilité de 68 prisonniers à son arrivée au centre de détention, se retrouvait avec un total de 1200. Bien que le général Matthew Ridgway ait tenté de s'assurer de la reddition du commandant allemand, ce dernier, qui avait vu le sort réservé à ceux qui s'étaient rendus à Stalingrad, ne voulant pas subir une telle honte, s'enfonça dans une forêt près de Duisenberg et se suicida le 21 avril. Incapables d'abriter correctement un tel nombre de prisonniers, les Américains se contentèrent de les placer provisoirement dans des champs entourés de barbelés. Certains soldats parmi les plus âgés vivaient là la 2e défaite de leur pays. Au sein des armées alliées se trouvaient des troupes chargées de faire régner l'ordre dans la population civile allemande, afin de restaurer un semblant de vie dans ce qui restait des villes. L'occupation par les forces alliées marquait pour la population de la Ruhr la fin de 5 ans de bombardements intensifs par les bombardiers américains et anglais, qui avaient réduit la principale région industrielle, moteur de la machine de guerre allemande, à un vaste champ de ruines. Circulant à travers les rues des cités dévastées par les combats, une file sans fin de véhicules et de porte-chars transportait les approvisionnements et l'équipement dont les troupes de première ligne avaient besoin pour progresser rapidement. Munitions, essence, huile étaient nécessaires en grande quantité, constituant le nerf de la guerre moderne, mais aussi un défi logistique sans lequel aucune armée ne peut combattre efficacement. Sur ces images, parmi les nombreux types de véhicules, on distingue les célèbres Jeeps, les camions de transport Studebaker et GMC 66, des véhicules de reconnaissance Dodge T214, des M26 Dragon Wagon et un porte-chars lourd Diamond T transportant un M4 Sherman. Au même moment, l'US Air Force continuait d'envoyer ses chasseurs au-dessus des zones d'opération. Ils ne rencontraient qu'une faible opposition de la Luftwaffe.
Ces P-51 Mustang du 354e Fighter Squadron sont ici en patrouille au-dessus de l'Allemagne. L'avion au premier plan, portant un as de pique, est piloté par le lieutenant-colonel Gordon Graham, un as crédité de 7 victoires aériennes et 9 victoires au sol. Ce squadron faisait partie du 355e Fighter Group, le troisième groupe le plus titré de toute la 8e Air Force. Même à ce stade de la guerre, quelques missions étaient exceptionnellement remplies par les chasseurs allemands ayant survécu. Saisi sur ce film de ciné-mitrailleuse, un Focke-Wulf 190 D9 est pris en chasse et détruit par un P-51. Dans de telles conditions de supériorité aérienne, vraiment peu de pilotes de chasseurs à hélice de la Luftwaffe survivaient. Un M18L4, un chasseur de chars rapide, émerge de la fumée, suivi par un certain nombre de M3 Half-Track chargés d'infanterie, alors que l'avance américaine en Allemagne centrale s'accélère. La première armée de Hodges avait reçu le rôle principal dans cette opération. Le 4 avril, il avait été rejoint par des unités de la 3e armée qui étaient remontées du sud pour le retrouver à Kassel. Les ordres de Patton étaient de prolonger cette avancée vers l'est, mais aussi vers le sud, où Hodges pouvait progresser vers Erfurt et Weimar afin de libérer la ville industrielle de Chemnitz. Au nord des lignes de Hodges, la première armée de Simpson poussait en direction de la forêt de Teutonberger, dans laquelle les Allemands tentaient d'organiser une dernière ligne de défense. Le long des routes suivies par les trois armées, les soldats trouvaient des villages ouverts marqués par des drapeaux blancs. Des groupes de soldats allemands, dont la plupart avaient abandonné leurs armes, avançaient vers l'ouest afin de se rendre. Pour les chefs des chars roulant à tombeau ouvert sur ces terrains plats, il n'était pas question de s'arrêter, mais de les diriger vers l'arrière, où tout était prêt pour les recevoir. Sous le nom de code de mission Zebra, 20 nouveaux chars T-26 Pershing furent envoyés en toute hâte en Europe en 1945, en vue d'expérimentation au combat. Ce char lourd avait été conçu en urgence, car le char Sherman s'était retrouvé dominé par les Tigres allemands. Même quand il était équipé du canon de 76 mm à long fût, monté sur les nouvelles tourelles, comme ici, ces trois modèles de fin de production. Le Sherman était toujours incapable de percer le blindage frontal des Tigres. Le Sherman disposait, lui, d'un blindage avant improvisé, afin d'offrir une protection un peu plus efficace. Mais en dépit de ses limites, le Sherman n'en fut pas moins une machine de guerre redoutable. En effet, il ne pouvait égaler le Panzer IV et le Tigre en termes de puissance de feu ou de blindage, mais il était plus fiable et plus rapide. Le manque de puissance de feu initiale fut un désavantage, car la doctrine d'emploi des tanks de l'US Army n'avait jamais envisagé que le Sherman puisse être engagé pour combattre d'autres chars. Cette mission aurait dû être laissée à des formations de chasseurs de chars spécialisés, équipés du M10 disposant d'un canon de 76 mm, et plus tard du M36 équipé d'un canon de 90 mm. Le rôle du Sherman était celui d'une force mobile de soutien à l'infanterie, opérant comme appui-feu afin de détruire les points forts ennemis. C'est le rôle qu'il tient dans cette séquence filmée, comme l'avait programmé pour lui l'US Army. Lors de son entrée en service en 1942, le Sherman valait n'importe quel autre char moyen dans le monde. Son évolution constante et son amélioration allaient de pair avec l'incroyable production qui totalisera plus de 40 000 exemplaires à la fin de la guerre. Cette production, bien plus importante que celle des chars allemands durant tout le conflit, en fit une arme efficace du début à la fin de la guerre. Le châssis du M4 s'est également révélé tout à fait polyvalent. Il servit entre autres de base à des variantes ultérieures, comme le canon automoteur M7 Priest, utilisé en soutien des formations de blindés. Toutes les unités de tanks moyens employèrent le Sherman, principalement dans ses versions M4, M4A1 et M4A3. La plupart des M4A2 et M4A4
furent livrés aux Britanniques ainsi qu'aux Soviétiques en application de la loi Preble. Même si les Allemands surnommaient le Sherman le briquet Ronson, il fut une des armes principales utilisées par les Américains pour venir à bout de la Wehrmacht, pourtant si souvent glorifiée. Considéré comme le principal chasseur bombardier au début de la campagne européenne, le Republic P-47 Thunderbolt fut intensivement utilisé pour appuyer l'avancée des forces américaines au sol. Armé de 8 mitrailleuses 12,7 mm et capable d'emporter de nombreuses bombes et roquettes, le Thunderbolt ainsi que le Typhoon britannique, que les Allemands surnommaient Jabot pour chasseurs-bombardiers, multipliaient leurs interventions. Ces P-47 au décollage sont des Razorback. Mobilisables à volonté pour épauler les troupes au sol, les P-47 opéraient depuis des bases avancées proches du front et étaient engagés pour des missions de mitraillage à l'intérieur des lignes ennemies. Ils attaquaient tout ce qu'ils trouvaient le long des routes et des voies ferrées. Ce groupe de P-47D, plus récent et identifiable grâce à leur verrière bulle qui contraste avec ceux filmés un peu plus tôt, sont en train d'effectuer une mission d'appui. En l'absence d'opposition de la Luftwaffe, ces missions peuvent être exécutées à la demande. Les tirs observables ici mettent en action les 8 mitrailleuses et semblent extrêmement destructifs. L'emploi de cette puissance aérienne tactique allait littéralement paralyser toutes les colonnes d'approvisionnement circulant de jour. Le fleuve Weser était un obstacle majeur dans la progression des trois armées alliées. Il fut traversé par la 9e armée le 5 avril. Un véhicule blindé M8 Greyhound précède un M4 Sherman Bulldozer sur le pont flottant construit pour le traverser, suivi par 2 récents M24 Chaffee, chars légers de reconnaissance, conçus pour remplacer le char léger M5, devenu obsolète. Le M24, très réussi, fut encore très utilisé bien après la guerre. La résistance des Allemands devenait sporadique. Un groupe dut cependant affronter des soldats des Volkssturm et des jeunesses hitlériennes prêts à combattre jusqu'à la mort. Ils tentèrent de ralentir les troupes américaines en les harcelant dans une petite ville qu'ils avaient préparée pour leur défense. Ici, les premiers soldats faits prisonniers courent les mains en l'air vers l'arrière de la colonne. Les M4 foncent à toute allure. Les Sherman continuent à tirer sur les positions qui se retrouvent rapidement couvertes par un nuage de fumée dû aux explosions d'obus. Puis l'infanterie avance, déjouant les obstacles anti-chars improvisés constitués de troncs d'arbres et de poteaux télégraphiques soutenus par des poutres métalliques. Une des armes allemandes les plus redoutées était le lance-roquettes anti-char Panzerfaust. Un M4A3 vient juste d'être touché par une de ces armes dotée d'une charge creuse. Les autres Sherman passent devant la carcasse brûlée, sans doute avec une pensée pour l'équipage, qui est probablement mort dans son blindé. Le Panzerfaust peut percer le blindage de n'importe quel char allié, sans aucune difficulté. Ces Sherman furent impliqués dans d'autres combats. Un modèle tardif M4A3E8, plus connu sous le nom de Easy 8, utilise ici sa mitrailleuse de tourelle pour faire cesser les tirs ennemis. L'équipage d'un M7 Priest, utilisant un obusier de 105 mm, assure ainsi un bon soutien d'artillerie. Le grand nombre d'obus tirés par ces soldats démontre l'importance des réapprovisionnements rapides depuis l'arrière. Après les tirs initiaux, les troupes US entrent en ville, profitant de l'avantage de la couverture offerte par les chars légers M5. Le fait que les soldats aient majoritairement leur arme à l'épaule et marchent tranquillement dans les rues laisse penser que la résistance ennemie a été balayée. Les destructions alentours sont difficilement imputables au combat terrestre et tout porte à croire que cette ville a été bombardée par les avions alliés.
La Luftwaffe étant pratiquement absente du ciel, les approvisionnements des unités les plus rapides devenaient possibles par air. Le principal avion de transport allié durant tout le conflit, du Pacifique au théâtre européen, fut le remarquable Douglas C-47 Dakota. Bien que les derniers parachutages massifs aient eu lieu lors de la traversée du Rhin par le 21e groupe d'armée en mars, des parachutages plus légers restèrent fréquents. Les parachutistes sautaient depuis l'avion et les conteneurs de matériel transportés sous le fuselage du C-47 étaient largués par l'équipage. Le 11 avril, des troupes de la 9e armée atteignirent l'Elbe à Magdebourg, à faible distance de Berlin. Cependant, Eisenhower s'était prononcé contre la prise de la ville. Au sud, la première armée avait atteint également l'Elbe le 24 avril, après de durs combats. La 3e armée traversa Leipzig pour atteindre Colditz, qui fut prise par la 69e division d'infanterie de l'US Army. La plus grande partie de Leipzig était en ruine à la suite des bombardements intensifs subis pendant 3 ans. Cette ville avait en effet une importance capitale dans la production industrielle militaire. Se dirigeant de l'est vers l'ouest de l'Allemagne, des hordes de réfugiés apeurés tentaient d'échapper à l'avancée de l'armée rouge qui était elle-même en train d'atteindre l'Elbe. Des soldats américains inspectent ici des soldats allemands et examinent leurs cartes d'identité. Au grand nombre de prisonniers capturés à l'ouest du fleuve s'ajoutaient les hommes des unités de l'Est cherchant à éviter la captivité chez les soviétiques. Cette multitude de prisonniers de guerre allemands posait de sérieux problèmes à l'US Army. Des plans à plus long terme allaient s'imposer pour assurer leur hébergement et filtrer ces centaines de milliers de soldats de la Wehrmacht. D'innombrables travailleurs venus de France et des Pays-Bas, ainsi que des centaines de prisonniers alliés, certains détenus depuis la campagne de France en 1940, manifestent leur joie immense d'avoir été libérés par les troupes américaines. Au même moment, l'armée de Patton atteignait Colditz. Le drapeau tricolore est en tête alors que les ex-prisonniers marchent joyeusement dans les rues de Leipzig. Cette scène s'est répétée dans toute l'Allemagne lorsque les forces alliées libéraient ceux qui avaient passé parfois 5 ans derrière des barbelés. Le 25 avril, les 2 pointes nord et sud de l'attaque soviétique pour faire tomber Berlin finirent d'encercler la capitale allemande. À moins de 160 km au sud-est, ce même jour, eut lieu la première rencontre entre les troupes américaines et l'armée rouge. Dans son rapport, le maréchal Ivan Konev, commandant du premier front ukrainien, indiqua que le premier contact eut lieu vers 13h30 entre les troupes de la 58e division de fusiliers de la Garde et de la 5e armée de la Garde, avec un détachement de reconnaissance de la 69e division d'infanterie américaine à Strela. Cette première rencontre fut suivie d'une autre lorsqu'un capitaine du 163e régiment de fusiliers de la Garde rencontra une autre patrouille américaine à Torgau. Cependant, la rencontre officielle entre les deux alliés s'est déroulée vers 16h40, quand une patrouille conduite par le lieutenant William B. Robinson de la 69e division d'infanterie rencontra plusieurs soldats soviétiques à Torgau, événement dont les célébrations furent filmées par des caméramans des 2 camps pour leurs cinémas respectifs, et qui présentèrent l'événement comme la séparation de l'Allemagne nazie en 2 parties. La fraternisation qui suivit entre les 2 armées des 2 grandes puissances fut de courte durée, même si les sentiments exprimés par ceux qui prirent part à l'événement aient été sans aucun doute sincères. Cet officier effectue une danse amicale avec un soldat de l'armée rouge, tandis que le personnel de l'US Army profite de cette soirée de printemps sous l'œil de Joseph Staline. Un général américain eut l'opportunité de jeter un coup d'œil sur un char T-34 de l'armée rouge. Il n'y a pas de doute sur l'intérêt que portait ce général à ce superbe char. L'avenir allait lui donner raison. 5 ans plus tard, les Sherman allaient affronter ces machines soviétiques dans les collines de Corée. Le 6e groupe d'armée du général Devers, comprenant la 7e armée de Patch et la 1re armée française, avançait pour couvrir le flanc droit de la 3e armée. Bien que les Français fussent très motivés, ils n'étaient pas formidablement bien équipés, et Devers savait qu'il devrait leur apporter assistance. La crainte d'une résistance allemande dans les Alpes l'incita à orienter ses forces vers le sud et la Bavière.
Afin d'anéantir toute possibilité d'un sursaut national, le 12 avril, Eisenhower et Bradley détournèrent l'armée de Patton vers le sud pour assister Devers. Les forces américaines dans le sud de l'Allemagne étaient confrontées à une farouche résistance. À ce stade de la guerre, un grand nombre de tanks Sherman de l'US Army avaient été équipés d'une protection improvisée pour compenser la vulnérabilité du blindage trop fin du M4 face aux armes allemandes à grande vélocité. Des cadres soudés étaient attachés aux tourelles et à la structure par des techniciens afin de supporter des sacs de sable. Ce Sherman bulldozer portant des sacs de sable est équipé du canon standard M3 de 75 mm. Ce bricolage improvisé donnait un peu plus d'assurance aux équipages, mais son efficacité n'était pas évidente. La ville de Nuremberg, intensément bombardée, fut finalement prise le 20 avril après de violents combats. 2 divisions de l'armée allemande, assistées par des détachements de la Volkssturm, de la Luftwaffe et une petite force de blindés, ainsi qu'un grand nombre de canons anti-chars répartis autour de la ville, offraient une forte résistance. Les canons de 88 et 105 mm furent utilisés avec une grande efficacité contre les blindages américains. Pendant que 2 divisions du 15e corps attaquaient la ville depuis le nord-ouest, d'autres venus du 21e corps avançaient dans les faubourgs ouest, tandis qu'un important groupe mobile coupait toutes les retraites possibles au sud. Les techniciens du génie effectuèrent un travail remarquable en construisant des ponts provisoires sur les voies d'eau de la ville pour remplacer ceux qui avaient été détruits. Un camion 6.6 de 2 tonnes 5 précède un Dodge transporteur de munitions sur un de ces ponts. Le plus important des véhicules remorqueurs d'artillerie produits pour l'US Army a été le M5, tracteur rapide vu ici traversant un pont à Nuremberg, remorquant un howitzer de 155 mm obusier lourd standard. Il est suivi par un Half-Track M16, équipé de 4 mitrailleuses de 12,7 mm, utilisables pour la défense anti-aérienne. Pendant quelques heures, à la suite de la prise de Nuremberg, le 20 avril, les GIs prennent le temps de se reposer dans le stade de la ville, où Hitler tenait les grands meetings du parti nazi dans les années 30. C'est à l'endroit où se trouvent sur ces images les musiciens de jazz que le Führer s'adressait aux fidèles de son parti et expliquait les objectifs de sa politique qui allait entraîner le monde entier dans la guerre en septembre 1939. Sans aucun doute parmi ces soldats, certains devaient apprécier l'ironie que leur présence symbolisait, à savoir l'occupation par l'US Army du centre spirituel du régime nazi et du Troisième Reich, qui devait durer 1000 ans et qui était tombé au bout de 12 ans. L'Allemagne étant désormais coupée en deux, la plupart des raids des bombardiers lourds américains se concentrèrent essentiellement contre le sud du pays, en Autriche et en Tchécoslovaquie. Le 19 avril se déroula la dernière rencontre entre des B-17 et des chasseurs à réaction allemands. Les bombardiers moyens B-26 Marauder opérèrent également contre des cibles dans cette région jusqu'à sa reddition. Ils purent témoigner que les dents de la Luftwaffe restaient acérées, même lors de ces derniers combats. Du 20 au 26 avril, les B-26 des 17e, 322e, 323e et 334e groupes de bombardement, engagés dans des combats, subirent des pertes conséquentes face au Messerschmitt 262 de la JV-44 qui opérait depuis la base aérienne de Munich. Sur ces images, un chasseur de chars léger Hetzer qui traîne abandonné sur le bord de la route, probablement victime d'un P-47 en maraude. Et devant passent une Jeep et un Half-Track M3 d'un détachement de reconnaissance. Opérant en avant d'une force blindée, ces véhicules traversent un village qui semble désert et tracent leur route vers leur destination, un aérodrome abandonné. Ils passent devant les restes du fuselage d'un Junker Ju-88G, chasseur de nuit, camouflé comme l'étaient ses appareils.
Sur de très nombreux aérodromes, un très grand nombre d'avions de la Luftwaffe furent découverts abandonnés. Voici 2 des 20 M26 Pershing qui sont entrés en service en Allemagne avant la fin de la guerre. Les équipages de chars US ont beaucoup apprécié le blindage lourd de ce nouvel engin et le puissant canon de 90 mm qui pouvait rivaliser avec celui du Tigre. Affecté aux 3e et 9e divisions blindées, le Pershing reçut son baptême du feu 10 jours avant la prise du pont de Remagen. Des 20 exemplaires engagés au combat, un seul n'arriva pas à la fin de la guerre, mis hors de combat par le canon de 88 mm d'un chasseur de chars allemand dans les combats autour de Cologne. Les Sherman étaient fréquemment utilisés par l'US Army comme artillerie mobile. Dans ce rôle, des M4A2 et des Easy 8 font donner leur canon de 75 mm ou de 76 mm long pour bombarder un village dans lequel une unité allemande s'est retranchée. Il semble que c'était alors le meilleur moyen de venir à bout de ces poches de résistance, tenues par les soldats jusqu'au boutiste. Ces chars affectés à la 11e division blindée, faisant partie de la 3e armée de Patton, traversant une rivière en Autriche le 4 mai, pendant leur avancée vers la cité de Linz, permettent d'observer comment était constituée une telle formation dans les derniers jours de la guerre. Des M4A3 dernier modèle, avec l'avant incliné à 47 degrés et armés d'un canon de 75 mm, sont utilisés par l'infanterie pour traverser la rivière, très froide et très agitée en raison de la fonte des neiges. Le char suivant est un M26 Pershing, également utilisé comme un transport de troupes improvisé. Plus lourd que le Sherman, des précautions sont prises pour faciliter la montée du M26 sur la rive, afin d'empêcher qu'elle ne s'effondre sous son poids. Un mur a été démoli et les briques, lancées dans la boue pour que les chenilles des chars puissent s'accrocher, permettent au véhicule d'avancer. Dans cette séquence, des M7 Priest et des M4 traversent, suivis par plusieurs camions de 2,5 tonnes, transportant le matériel nécessaire à la progression qui se poursuit. Dès la rivière franchie, les blindés foncent sur la route. Sur ces prises de vue, le M4A3, modèle de Sherman le plus répandu dans l'US Army. Son avant incliné à 47 degrés et ses filets de rangement indiquent qu'il s'agit d'un MK-A3E8, la dernière version bénéficiant d'une toute nouvelle suspension et de nouvelles chenilles, ainsi que d'une tourelle équipée d'un canon de 76 mm long. Il fut largement utilisé bien après la guerre. La reddition finale des forces allemandes est proche. Il est apparent que pour ces soldats en captivité au début du mois de mai, la guerre est bel et bien terminée. Ils savaient déjà qu'Hitler s'était suicidé, même si la radio mentait en annonçant qu'il était mort aux côtés de ses troupes en combattant les Russes dans Berlin. L'armée américaine éprouvait les plus grandes difficultés à gérer cette arrivée massive de prisonniers. Des unités du génie étaient fréquemment réquisitionnées pour construire des zones de rétention provisoires pour les prisonniers ennemis, en attendant que des installations permanentes soient fabriquées. Au début du mois de mai, de nombreuses unités allemandes avaient agité le drapeau blanc et se rendaient en masse. Ils furent parqués dans des champs, ouverts à tout vent. Dès le 1er mai, la pointe de la 3e armée de Patton avait franchi la frontière autrichienne. La résistance ennemie fut rapidement brisée et le maréchal Kesselring battit en retraite vers Berchtesgaden. Certaines divisions s'emparèrent de Braunau, les autres se dirigèrent vers Linz où elles entrèrent le 5 mai. Une fois de plus, ce sont les prisonniers qui illustrent la situation. La place centrale de la ville devient le point de rassemblement d'Allemands vaincus, arrivés à pied ou en camion. La grande diversité de couleurs des uniformes montre que ces soldats servaient dans l'armée de terre de la Luftwaffe ou dans les Volkssturm. Bien que les troupes américaines n'aient rien à craindre, les tanks et les Half-Track M3
sont organisés autour de la place, assurant une grande sécurité pendant le travail de recensement et d'orientation des prisonniers vers leur lieu de détention. La plupart des Sherman sont des M4A3, équipés du canon de 75 mm. Un certain nombre de Easy 8 sont également présents. À la différence d'autres villes industrielles autrichiennes, Linz ne montre nulle trace de dommages de guerre. La ville, ne possédant pas d'industrie d'armement importante, fut épargnée par les bombardements que les autres villes avaient subis. Linz était la ville où Hitler avait déclaré vouloir se retirer après la guerre pour se remettre à la peinture. Son architecture l'avait toujours séduit. Il avait de grands projets pour la transformer selon ses propres idées et ses propres goûts. Portant leurs baluchons contenant le peu qu'ils étaient autorisés à conserver, les prisonniers allemands défilèrent sous bonne garde. Au premier plan se trouve l'équipage d'un Halftrack M3, dont le mitrailleur est assis sur l'arceau de sa mitrailleuse, la 12-7, à portée de main. Marchant à l'extérieur de la ville, il passe devant un autre Sherman A3. Sa couleur vert olive disparaît sous une couche de poussière. Après la capitulation allemande, le 7 mai, des processions entières de soldats allemands se sont formées. Linz marque le point le plus au sud atteint par les hommes de Patton, alors que d'autres troupes américaines se trouvaient plus proches des troupes soviétiques. Mais la plupart des unités allemandes se sont présentées d'elles-mêmes à l'US Army afin d'échapper aux Russes. Les soldats américains récupèrent les armes de poing des officiers allemands. Tandis que quelques Autrichiennes tentent de fraterniser avec les soldats américains, une immense pile d'équipements abandonnés se dresse sur le côté de la route. On y trouve pêle-mêle des fusils, des pistolets, des étuis à masque à gaz, des casques et même un drapeau. Des éléments de la 3e armée entrèrent en Tchécoslovaquie le 6 mai. Patton était prêt à y entrer depuis 2 bonnes semaines, mais Eisenhower et Bradley étaient inquiets à propos des Russes qui s'y battaient encore. Plus tard, quand on leur demanda pourquoi sa 3e armée était si désireuse de libérer la Tchécoslovaquie, Patton rétorqua « pour la Tchécoslovaquie et pour la fraternisation ». Un accord avec les Russes fut trouvé pour permettre aux Américains de s'approcher de Prague, sur le point d'être libérés par l'armée rouge. Les Tchécoslovaques les accueillirent avec enthousiasme tout au long des routes vers Pilsen. Ici, une colonne de chars légers M24 Chaffee entre dans Pilsen, acclamée par ses habitants. Pilsen était sous la coupe des Allemands depuis 1938. Cependant, l'enthousiasme de la foule tchèque, rassemblée pour cette libération, allait vite être refroidi par la dureté de l'occupation soviétique. Traversant Pilsen comme captifs, l'état-major et les troupes de la 7e armée allemande avaient été repoussés en Tchécoslovaquie par l'avance rapide de la 3e armée en Autriche quelques semaines plus tôt. À l'instar de tous ceux qui étaient désormais éparpillés en Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie, cet immense dépôt de matériel militaire allemand est composé de véhicules légers, dont quelques modèles identifiables de Halftrack SDKFZ 251. La plupart des camions sont des modèles Opel, Mercedes ou Tatra. La plupart sont des véhicules de transport, mais il y a aussi un certain nombre de versions spéciales. Une rareté au milieu de toutes ces épaves, ces 3 Puma, véhicules blindés à 8 roues, dont seulement quelques exemplaires ont été construits en 1944. La principale difficulté à laquelle fut confrontée l'armée américaine dans les heures qui suivirent la reddition du 7 mai
fut de faire face à l'afflux en constante augmentation de prisonniers. Sur toutes les routes du sud de l'Allemagne et des zones occupées de Tchécoslovaquie, de longues colonnes de prisonniers rejoignaient les zones d'internement provisoire et les camps. Les infrastructures allemandes étant détruites, les Alliés devaient assumer la responsabilité non seulement des approvisionnements pour la population civile, mais aussi pour les militaires qui se rendaient par centaines de milliers. Sans surprise, ces problèmes allaient pousser la logistique alliée à ses limites. L'armée américaine était bien organisée et équipée pour faire face, même si cette situation posait de sérieux problèmes. Une des premières tâches fut de déplacer le plus grand nombre possible de soldats allemands des camps de rétention temporaires proches de zones occupées par l'armée rouge jusqu'aux camps installés dans les zones administrées par l'US Army en Allemagne. En Autriche et en Tchécoslovaquie, la volonté de nombreuses unités allemandes d'échapper à la captivité chez les soviétiques causa de sérieux problèmes. Certaines unités avaient plus que d'autres de bonnes raisons de ne pas tomber entre les mains des Russes, en particulier les unités SS et toutes celles qui avaient combattu essentiellement sur le front russe. Elles étaient réclamées par les soviétiques qui les considéraient comme leurs prisonniers de plein droit. Un bon exemple fut celui de Erich Hartmann, le plus grand as de la guerre et de tous les temps, avec 352 avions abattus à son actif, tous russes. Le 8 mai, Hartmann et bien d'autres membres de la JG-52 s'étaient rendus à la 90e division d'infanterie américaine en Tchécoslovaquie. 8 jours plus tard, lui et ses camarades, les femmes et les enfants qui les accompagnaient, furent confiés aux Russes. Hartmann passa les 10 années suivantes prisonnier en Russie. Ces mouvements de prisonniers de guerre se sont répétés régulièrement dans tous les secteurs britanniques, français et américains en Allemagne. En Allemagne de l'Est, les gares se remplissaient de prisonniers dès que des trains étaient disponibles pour les transporter vers la Russie. Un grand nombre d'entre eux, envoyés à l'Est, furent déportés au goulag. Ceux qui survécurent ne retournèrent en Allemagne qu'à partir de 1950. Une des raisons de ces transports de prisonniers était le besoin de les regrouper pour que les autorités alliées puissent commencer le processus d'examen. De longues listes avaient été préparées avec les noms des membres du parti nazi, des SS et de la Wehrmacht que les Alliés recherchaient. D'autres, qui avaient des qualités ou des connaissances spéciales, étaient sortis des camps de prisonniers. Günther Rall, un autre as qui avait 275 victoires à son actif, raconta après la guerre comment il s'était échappé d'un immense camp à ciel ouvert près de Heidelberg. Le commandant du camp arriva un matin avec une liste de noms, dont le sien. Il pensa que seuls les pilotes les plus décorés étaient concernés, mais il découvrit plus tard que les autorités américaines désiraient garder tous les pilotes qui avaient une expérience à bord des chasseurs à réaction Messerschmitt 262. On lui demanda s'il voulait aller en Amérique, ce qu'il accepta. Plus tard, il devint le commandant en chef de la nouvelle Luftwaffe d'après-guerre. D'autres spécialistes furent ainsi exfiltrés de la sorte, dont ceux qui avaient travaillé sur les projets de pointe, comme les fusées V1 et V2. Leur talent et leur connaissance, au-delà de la défaite, avaient une certaine valeur pour les vainqueurs. Quelques jours seulement après la fin de la guerre, la belle alliance Est-Ouest commença à se fissurer. Le sort de la majorité des prisonniers de guerre dans l'immédiat après-guerre n'avait rien d'agréable. La plupart se trouvaient rassemblés dans d'immenses zones à ciel ouvert, dépourvues d'installation. La nuit, ils dormaient à la belle étoile, et certains succombèrent de fatigue ou de maladie. Il était très difficile de s'occuper de tant de prisonniers à la fois. Il est également juste de reconnaître qu'à la lumière des découvertes du côté sombre de l'Allemagne nazie, nombreux étaient ceux qui, du côté des Alliés, ne voyaient dans cette situation qu'une juste punition pour les crimes commis. La prise de Salzbourg et de Berchtesgaden par le 15e corps américain mit un terme à la possibilité d'un sursaut allemand dans les Alpes. Berchtesgaden avait été épargné des ravages de la guerre et restait conforme à l'image des cartes postales d'avant-guerre. Cependant, la proximité de la retraite montagnarde d'Hitler, le célèbre nid d'Aigle, le Berghof,
fit que la vallée autour de la ville résonna du bruit des bombes quelques jours avant l'arrivée des troupes américaines. Le 26 avril, le Bomber Command de la RAF lança un raid de jour avec des bombardiers lourds Lancaster directement contre le site. Ce fut le dernier raid majeur de la guerre. En dépit des tirs des batteries qui défendaient le nid d'Aigle, les dommages subis furent importants, comme le montre ce film tourné par les soldats américains en train d'explorer les ruines. Le bombardement avait été concentré sur les installations des SS, le nid d'Aigle et le chalet d'Hitler, bien connu pour avoir été présenté dans beaucoup de documents lorsqu'Hitler y accueillait personnellement de nombreux dignitaires étrangers avant et pendant la guerre. Des films le montraient se reposant, entouré d'un certain nombre de grandes figures du régime, comme Göring, Bormann, Goebbels, Himmler et Speer. Bien sûr, certains disposaient de leur propre chalet à proximité. Göring avait quitté Berlin pour son chalet proche de Salzbourg, dans les jours qui précédèrent la chute de Berlin et la reddition finale de l'Allemagne. Hitler était particulièrement fier de la très grande baie vitrée et de la vue qu'on y avait des montagnes alentours. Il fut souvent photographié dans cette pièce. Les soldats américains profitent ici de ce qui reste de cette pièce où l'histoire s'est écrite et se penchent par le trou où se trouvait la grande fenêtre détruite le 26 avril. Plus tard, le Berghof fut démoli. Il n'en reste pratiquement plus rien aujourd'hui. Bien qu'ayant joué un rôle secondaire à la fin du Troisième Reich, le maréchal Hermann Göring restait le leader nazi le plus connu après Hitler. Göring pensait que Eisenhower désirait s'entretenir avec lui, mais il dut vite abandonner cette idée. Son principal sujet d'inquiétude était Hitler, qu'il avait renié et avait désigné l'amiral Dönitz comme son successeur. Lorsque, le 20 mai, il s'envola pour le Luxembourg, il se retrouva avec d'autres grands dignitaires du Reich. Un rapport confidentiel envoyé par un de ses interrogateurs signalait que Göring ne devait pas être sous-estimé et considéré comme un personnage sympathique, comme son allure et ses manières pouvaient le laisser croire, mais qu'en réalité, celle-ci cachait un esprit froid et calculateur, ce qui éclata au grand jour lors du procès de Nuremberg, où il s'affirma comme un très habile contradicteur. Pendant la guerre en dehors de Rommel, peu de généraux allemands étaient connus du public américain et britannique. L'un d'eux était le Feldmarschall von Rundstedt, généralement décrit comme l'archétype de l'officier prussien dans l'armée allemande, dont il fut un des officiers majeurs. Il n'avait aucune sympathie pour les nazis et n'avait guère de considération pour Hitler, qu'il surnommait le caporal bohémien en présence de ses proches. Régulièrement récusé ou saqué par Hitler, en 1945, il était vieux et épuisé. Il fut capturé le 2 mai. On le voit ici en train de partir en captivité. En 1945, il fut condamné pour crime de guerre par un tribunal militaire britannique, mais fut libéré en 1949. Il mourut en 1953. Le maréchal Albert Kesselring fut un temps chef d'état-major de la Luftwaffe qu'il avait contribué à créer. Il commanda en Pologne, en France, en Russie, en Sicile et en Italie du Nord. En février 1945, il remplaça von Rundstedt comme commandant du front Ouest, sans pouvoir empêcher l'invasion alliée en Allemagne. Il fut capturé à Berchtesgaden le 15 mai, condamné à mort, puis gracié. Lorsqu'il fut nommé général-inspecteur de la chasse en décembre 1941, Adolphe Galland était déjà un as de la chasse réputé, avec 94 victoires officielles. Il fut débarqué de son poste en décembre 1944, sans cérémonie, saqué par Göring. Il avait tenté d'organiser et d'améliorer l'utilisation des chasseurs de la Luftwaffe. Galland devint le bouc émissaire de Göring, qui lui reprochait l'incapacité de ses escadrilles à stopper la campagne de bombardement alliée sur l'Allemagne. Portant son uniforme de lieutenant général, arborant la croix avec épée et diamant, il est ici avec son interrogateur, le major Max Rosendorm de l'US Air Force. Dans la meilleure tradition des pilotes de chasse du monde entier, ils miment avec leurs mains les évolutions de leurs avions. Cette conversation concerne le Messerschmitt 262 et l'unité d'élite, la JV-44,
que Galland commanda de janvier à la fin du conflit. Hans Ulrich Rudel tomba entre les mains américaines en dépit de la volonté des Russes de s'en emparer, car ils avaient été les principales victimes de sa très grande habileté. Ses statistiques sont uniques. Il fut le soldat le plus décoré de tous les hommes de l'armée allemande et l'aviateur le plus décoré de tous les temps. C'est aux commandes de son Junker 87 Stuka qu'il bâtit sa légende sur le front russe. À la fin de la guerre, il avait effectué plus de 2000 missions et avait détruit plus de 500 chars soviétiques avec les canons de son Ju-87G. Il continua à voler en dépit de la perte de sa jambe droite au début 1945. Il fut le seul récipiendaire de la croix de chevalier avec feuilles de chêne en or et diamants. Il est ici le 14 mai avec Galland et d'autres responsables de haut rang de l'aviation et de l'armée avant d'embarquer à bord d'un C-47 de l'aviation américaine qui va les emmener en Angleterre pour des interrogatoires et des débriefings approfondis. Rudel refusa de renoncer à sa sympathie pour le régime nazi. Et cependant, après la guerre, il joua un rôle politique en Allemagne de l'Ouest. Il est mort en 1982. Dans les semaines qui suivirent la chute de l'Allemagne, une équipe de cinéma américaine responsable de ce film se rendit à Berlin pour fixer sur la pellicule la cérémonie britannique organisée en l'honneur du maréchal Georgy Zhukov pour son importante contribution à la défaite de l'Allemagne. Les troupes britanniques sont alignées en ordre de parade et attendent l'arrivée de l'officier qui doit les passer en revue. Le maréchal Montgomery arrive à bord de son véhicule de commandement pour effectuer la présentation au commandant suprême soviétique, juste devant les colonnes constellées d'impact de la porte de Brandebourg. Ils ne s'étaient jamais rencontrés jusqu'alors. Tous deux avaient joué un rôle équivalent au sein des nations alliées. Zhukov était aussi le représentant soviétique au Conseil des Alliés en Allemagne. Après son inspection de la garde d'honneur britannique, Zhukov passe en revue une ligne de chars britanniques Cromwell spécialement peints en vert bronze. Il ne fait aucun doute que c'est en spécialiste qu'il jette un œil sur le matériel anglais. Montgomery éleva Zhukov au rang de Grand Croix de Chevalier de l'Ordre du Bain, une récompense symbolisée par l'écharpe rouge que porte celui-ci alors qu'il regarde le dernier hommage de son homologue britannique. Entre les piliers centraux de la porte de Brandebourg, on peut voir un immense portrait de Joseph Staline. Il est placé là pour indiquer clairement que c'est à cet endroit que la zone soviétique de l'ancienne Allemagne nazie commence. La porte elle-même a été le théâtre de violents combats dans les derniers jours de la bataille de Berlin, tout comme le bâtiment du Reichstag. Un canon de 88 détruit symbolise la bataille perdue pour la capitale allemande. Le bâtiment du Reichstag, l'objectif prioritaire des Soviétiques pendant les derniers jours de la bataille de Berlin, était devenu le dernier point de résistance de la ville. L'assaut contre le bâtiment commença le 30 avril par un bombardement d'artillerie et de salves de roquettes. Le Reichstag fut ensuite attaqué par les 380e, 574e et 756e régiments d'infanterie. Plus de 5000 SS, jeunesse hitlérienne et Volkssturm tentèrent de repousser les assaillants. Il fallut 2 jours pour nettoyer le Reichstag avant que le drapeau rouge ne soit hissé au-dessus du bâtiment comme symbole du triomphe de l'Union soviétique. Achevée seulement en 1939, la chancellerie avait été conçue et construite pour Hitler par son architecte Albert Speer, devenu plus tard ministre de la production de guerre. Également en ruine, il avait été le théâtre de violents combats. Le bâtiment avait été imaginé par Speer pour être la première étape dans la reconstruction du centre de la ville, qui devait être la capitale d'un Reich destiné à durer 1000 ans, et qu'Hitler voulait étendre de l'Atlantique à l'Oural. Sur ce qui avait été la splendide Kurfürstendamm, la grande avenue de la capitale conduisant à la porte de Brandebourg, l'église du grand Kaiser Guillaume était en ruine, comme pratiquement tout Berlin.
La caméra, en passant, filme les façades des immeubles détruits. Il est encore possible de lire les noms des hôtels, des magasins de luxe, des théâtres qui avaient rendu ce lieu célèbre. Dès les premières semaines de paix, la population berlinoise a commencé à déblayer les ruines. C'est ainsi que la reconstruction de la ville a commencé. Il faut remarquer que ceux qui effectuent ce travail sont essentiellement des femmes et des enfants. La plupart des hommes sont prisonniers, morts, vieux ou infirmes, et l'on rencontre très peu de jeunes hommes allemands dans les rues de Berlin en juillet 1945. Un survol de l'ancienne capitale de l'Allemagne nazie témoigne des terribles destructions causées par les bombardements aériens de la RAF la nuit, de la 8e Air Force le jour, et par les combats menés par les Russes pour l'assaut final. Très peu d'immeubles semblent être encore habitables, la plupart n'étant plus que des ruines. Il fut vite évident que Berlin allait devenir un enjeu dans l'antagonisme qui se développait entre la Russie et ses nouveaux alliés, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Dans un sens, Hitler a été l'architecte de la Grande Alliance qui a conduit ces puissances à se rassembler et à l'amener à sa propre défaite. Mais une fois le dictateur allemand sorti de scène, les vieilles rivalités idéologiques, les peurs et les suspicions réapparurent sans tarder. Il est tout à fait symbolique que la dernière image soit celle de la porte de Brandebourg. À la fois symbole de la défaite de l'Allemagne, elle devint pour les 50 années qui suivirent le symbole du rideau de fer qui sépara l'Europe au cours d'une nouvelle guerre, heureusement restée froide.